Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles au Burundi, une situation aggravée par la montée vertigineuse des prix de presque toutes les denrées alimentaires de première nécessité. La justice devrait investiguer d'abord sur les administratifs qui commanditent l'inhumation des corps à la va-vite sans avoir cherché à connaître la cause de leur mort. Dans ce journal, vous écouterez l'analyse d'un juriste qui réagit sur le phénomène d'assassinat maquillé en suicide qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le pays. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des habitants de Kadilabageni qui ne reçoivent plus les soins nécessaires suite à la mauvaise gestion imputée au titulaire du dit centre, du moins selon le personnel soignant de la dite structure sanitaire. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Gouvernance pour commencer. Le personnel de la présidence de la République tire la sonnette d'alarme. La première dame, qui a désormais son bureau à la présidence, fait la pluie et le beau temps après les révélations de la RPA sur son opposition à la nomination de son ex-porte-parole Evelyne Eboutoyi au poste du directeur général de la mutuelle de la fonction publique. Un cadre de la présidence s'est confié à la RPA. Pour lui, les agissements de Madame Angeline Ndaïchimiye constituent une usurpation de pouvoir. Écoutez ce cadre de la présidence à qui nous avons modifié la voix pour sa sécurité. J'ai écouté vos nouvelles au niveau de la radio concernant la présidence et il y a vraiment un problème de ces dames, la dame du président Angelina, parce qu'elle s'immisce dans les affaires du pays, et notamment au niveau des décrets, des peu déchirés en décret, comme vous l'avez dit. La porte, c'est vrai, la porte a été démontée pour qu'elle voit tout ce qui se passe. Et en plus, elle fait peur aux gens. Elle nous menace chaque fois. Elle nous dit que notre boulot va s'arrêter. Et si on fait pas ce qu'elle veut. Et en réalité, si on ne le fait pas, on est limogé parce que le président accepte tout ce qu'elle veut. C'est elle, en principe, la vraie patronne. Et c'est vraiment un climat qui n'est pas bien à la présidence depuis qu'elle est installée là. Et puis, on ne comprend pas comment une dame d'un président peut vraiment avoir un bureau, la présidence avec des conseillers, juste pour s'immiscer dans les affaires d'un pays, alors que c'est pas elle qui a été élue, c'est son mari qui a été élu, donc elle devrait garder son rôle. C'est très inquiétant, c'est à dénoncer. Notre source explique également comment la première dame a réaménagé les bureaux du cabinet présidentiel en démontant notamment la porte qui donne accès au bureau de son mari. Ce sont les bureaux en fait du conseiller militaire du président que la dame du président a pris pour s'installer, pratiquement pour mettre ailleurs le conseiller, et donc du coup c'est mis là pour surveiller, suivre ce qui se passe, notamment les décrets, et s'immiscer dans les affaires du pays, ce qui n'est pas vraiment acceptable. Nous avons encore une fois contacté le porte-parole du président, M. Alain Diomède Nzeimana, mais il s'est refusé à tout commentaire. Gouvernance toujours, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, n'a jamais compris ce que c'est l'institution de l'ombudsman et le rôle de ce dernier depuis sa mise en place au Burundi, ce qui explique le fait que tous ceux qui ont occupé cette fonction ont failli à leur mission. C'est en substance les propos de Frédéric Bamvoulinouvila pour cet ancien vice-président de la République. Tous ceux qui ont occupé cette fonction n'ont fait que travailler pour le seul compte du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, d'où il trouve que cette institution devrait être supprimée vu qu'elle ne sert à rien. Suivez Frédéric Bamvoulinouvila, ancien vice-président de la République du Burundi. Nous avons eu l'occasion, quand nous étions dans les institutions de l'État, comme membres du Parlement, comme vice-président de la République, eu l'occasion de nous rendre dans ces pays nordiques qui étaient l'exemple pratiquement de la démocratie. On a constaté que la démocratie n'était pas quelque chose qui se parlait sur les lèvres, mais c'était quelque chose du vécu. Donc, nous avons rendu visite
aux différents ombudsman de ces pays pour discuter avec eux et nous avons effectivement été contents de comment ils constituent une force d'équilibre entre les citoyens et l'État, l'État qui peut être amené à injustifier par exemple un citoyen. Et c'est l'ombudsman qui intervient et qui doit régler ces problèmes. C'est quelqu'un qui est très respecté, c'est quelqu'un qui a un pouvoir et qui peut même contraindre l'État à faire ceci, à faire cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, justement, c'est l'ombudsman chez nous. Nous avons réussi à intégrer tous ces éléments dans l'accord d'Arusha et ça a été aussi intégré dans la Constitution. Mais nous avons vu que la façon dont l'État comprend cette place d'ombudsman, ce n'était pas la même compréhension que nous avions eue et développée à Arusha. Ce n'était pas ça. Parce que d'abord, quand il fallait mettre en place le premier ombudsman, on a constaté que c'était quelqu'un qui ne parlait même pas Kirundi. C'était quelqu'un qui ne parlait pas même pas français, il parlait swahili et arabe. Et il a même menti en disant qu'il avait fait l'université au Costa Rica. Seulement, comprenez que ce sont des hommes qui ne pouvaient pas occuper des places assez exigeantes et qu'on doit mettre là pour le compte du CNDD-FDD. On dit il y a une place. Maintenant, notre argent va aller chez nous. Ça veut dire que cette personne va cotiser et va défendre notre cause. Donc, ça devient aujourd'hui une institution du CNDD-FDD carrément. Et je reviens sur la personne d'Edouard Nshimirimana qui est très connue dans les milieux judiciaires à Bururi, à Kirundo, et tout ce qui traîne derrière cette personne, les Burundais le savent. Donc, ce qui a marqué cette personnalité, c'est la destruction des partis politiques dans notre pays. Aujourd'hui, on voit ce que sont devenus les partis politiques, et il y a une main très forte du magicien en termes du droit qui s'appelle Edouard Nduwimana. Et au-delà, souvenez-vous de ce qu'il conseillait au président de la République à Feu Nkurunziza Pierre en rapport avec le troisième mandat. À un moment donné, lorsque l'Assemblée nationale a rejeté les idées, les propositions de Feu Pierre Nkurunziza, c'est Nduwimana qui est allé jusqu'à lui proposer de faire un référendum, comme si le peuple, justement, n'était pas représenté par le Parlement. Il savait, mais c'était pour juste induire en erreur l'autorité. De plus, Frédéric Bambougignon-Villa trouve aberrant que l'ombudsman sortant en la personne d'Edouard Nduwimana se targue d'avoir accompli ce pourquoi il a été nommé, alors qu'il n'a jamais eu ni le droit ni le pouvoir de décider quoi que ce soit. Encore une fois, Frédéric Bambougignon-Villa, ancien vice-président de la République du Burundi. Maintenant, j'en viens à l'environnement. En fait, l'État du CNDD-FDD ne comprend pas le rôle de l'ombudsman parce que le président de la République lui-même a dit comment est-il possible qu'il peut y avoir entre l'État et les citoyens quelqu'un d'autre alors que l'État et les citoyens c'est bien l'État. Donc toute une confusion. Donc je ne sais pas si c'était pour refuser justement la place de l'ombudsman dans le pays ou c'était pour refuser la place d'Edouard Nduwimana dans cette institution. Voilà, donc il lui appartiendrait de répondre, de clarifier une telle préoccupation que j'exprime ici. Donc, si j'en viens maintenant au résultat, il a bien dit que c'est pas lui qui devrait se côté. Il appartient aux journalistes de aller vers justement les gens qui ont bénéficié des services de l'ombudsman et d'autres qui n'ont pas bénéficié de ces services. Mais quand même, ce qui est frappant, ce qui reste frappant, c'est l'incapacité de l'ombudsman de régler les problèmes des populations déplacées par l'extension des camps de Muzinda et Guizingwe et justement l'incapacité de régler les problèmes des fonctionnaires de l'ONATER, faute au risque d'entrer en faillite. Mais tout ça, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est là comme fonctionnaire de l'État issu du CNDD-FDD et pour des questions aussi sensibles, il ne peut rien dire parce que justement, il n'a aucune force sur l'État. Il ne peut pas contraindre l'État à faire ceci ou à faire cela. Non, c'est une place qui est là avec une incapacité de la faire fonctionner pour que ça puisse justement répondre à ces préoccupations des citoyens parce que tout simplement, on n'est pas encore entré en démocratie véritable. Frédéric Bambougignon-Villa réagit après le bilan très positif présenté ce mardi par l'ombudsman sortant. En page sécurité, il est inquiétant de constater les cadavres qui sont découverts dans la nature puis enterrés à la va-vite sans enquête préalable et que les administratifs s'empressent de conclure au suicide. Partant sur les cas dernièrement cités en province Kayanza, maître Gustave Nyonzima trouve qu'il s'agit plutôt d'une autre forme de criminalité
qui prend progressivement de l'ampleur sur tout le territoire national. Selon lui, les investigations devraient commencer par ces administratifs qui commandaient l'inhumation de ces corps sans identification de la cause de la mort. Suivez à ce propos Maître Gustave Nyonzima. Si l'on s'en tient à la loi de procédure pénale, il devait y avoir d'abord des constats de ces suicides, des enquêtes judiciaires proprement dites à l'égard des membres de la famille, des voisins, des collègues du travail, et j'en passe, avec des procès-verbaux du ministère public en collaboration avec la police, avec des expertises médicales qui déterminent avec exactitude les circonstances du décès. C'est ainsi que tous pourront affirmer juridiquement et de façon factuelle qu'il s'agit d'un acte de suicide. Sinon, on en tire la conclusion qu'il s'agit d'une autre forme de criminalité déguisée. Ils sont inhumés à la va-vite, donc avec une célérité inquiétante qui prouve sans embâche qu'il y a l'anguille sous roche. Les enquêtes devaient même commencer à l'égard de ceux qui les inhument, ainsi que même l'administration locale. Pourquoi il y a cette célérité? Pourquoi il y a un silence absolu de la part même de cette administration locale? Ça nous montre qu'il y a vraiment une chose inquiétante, téléguidée même par l'administration. Donc le gouvernement pouvoir judiciaire soit interpellé à se saisir de cette question qui commence à être inquiétante même dans d'autres provinces. Le ministère public devrait se saisir d'office en procédant aux investigations illico prestissimo. C'est un phénomène très inquiétant qui reflète vraiment une autre forme de criminalité, surtout à l'égard de ceux qui ne sont pas du tout affiliés au parti, au pouvoir. Et en page droits de l'homme, les chiffres des détenus continuent d'augmenter au lieu de baisser malgré que les autorités du pays ne cessent d'interpeller les responsables du secteur judiciaire de faire correctement leur travail afin de désengorger les prisons. Dans la prison centrale d'Ongozi, l'effectif des détenus est à plus de 400%, ce qui fait que plusieurs d'entre eux dorment à même le sol. Le point avec Inès Dakiz. 1786 est le nombre de prisonniers qui se trouvent dans la prison centrale d'Ongozi, réservée aux hommes seulement, alors qu'elle avait la capacité d'accueil de 400 détenus. Même si les informations en provenance de cette maison carcérale font savoir qu'aucun détenu ne dort dehors, tous dorment dans les 16 cellules de cette prison, mais suite à leur surnombre, ils ne peuvent pas tous dormir sur les lits. Ainsi, ils dorment très mal, certains étant trop serrés sur les lits, d'autres obligés de se recroqueviller dans les petits espaces séparant ces lits en bois. En surnombre, les latrines disponibles deviennent aussi insuffisantes pour ces détenus qui dépassent presque 5 fois la capacité d'accueil, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se soulager aisément vu qu'ils doivent attendre beaucoup de temps pour accéder aux latrines. D'après nos sources dans cette prison, l'effectif très élevé de ces détenus est causé en grande partie par l'absence de prison dans d'autres provinces, à savoir Kayanza et Kirundo. Les prévenus originaires de ces provinces sont emprisonnés dans cette prison centrale d'Ongozi. Devant donc comparaître dans des parquets éloignés, leur dossier n'avance pas. Également, selon notre source, plusieurs détenus sont accusés de délits mineurs comme des bagarres, dettes et autres, des dossiers qui ne sont pas priorisés. En conséquence, le nombre de détenus ne cesse d'augmenter. La situation se présente ainsi au moment où la prison d'Ongozi, réservée aux femmes, elle n'est pas surpeuplée, mais se trouve à la tangente. Actuellement, elle héberge 210 détenus et 30 enfants, alors qu'elle a une capacité d'accueil de 250 détenus. Je vous le disais en titre, les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper du jour au lendemain. Cette situation inquiète bon nombre de Burundais qui par ailleurs ont un très faible pouvoir d'achat. De leur côté, les organisations humanitaires internationales alertent et font savoir que près d'1,5 million de Burundais font face à une insécurité alimentaire. La rédaction de la RPA ouvre une série de reportages sur les prix des denrées alimentaires les plus consommés par les Burundais. Et aujourd'hui, l'on commence par le riz. Le reportage est signé Émile Nivasumba. Chibitoke, au nord-ouest du Burundi, c'est la province qui est considérée comme le grenier du pays. Parmi les cultures développées dans cette province, il y a le riz. Mais aujourd'hui, la population de cette province se lamente. Le prix d'un kilogramme a atteint 4 000 francs. Depuis que j'existe, c'est la toute première fois que je vois le prix du riz passer à 4 000 francs.
On pouvait se procurer 1 kilo à 1200 francs, 1500 francs, 1800 francs. Et le prix le plus élevé qu'on avait connu jusque-là, c'était 2000 francs burundais. En province Rumongue, c'est dans la plaine d'Olimbo, la population estime que le prix du riz change tous les 2 jours. Le riz le moins cher coûte 3500 francs. Il y a 2 semaines, il coûtait 2200 francs burundais. On dirait que le prix monte tous les 2 jours. À Gitega, c'est dans la région naturelle de Kirimiro, le riz produit localement est passé de 2500 à 3200 francs le kilogramme en l'espace d'un mois. La situation est similaire même dans les coins les plus reculés de la province. Le riz que l'on cultive ici en province Gitega coûtait en septembre 2500 le kilogramme, mais aujourd'hui il coûte 3200 francs burundais. Le riz tanzanien, lui, coûtait 4500 francs. En septembre, il coûtait entre 2800 et 3000 francs burundais. Du côté de la province Ngozi, le riz le moins cher coûte 3100 francs. Le riz communément appelé Kigori, c'est le riz le plus accessible pour tout le monde parce qu'il est consommé même par les plus démunis. Il y a quelques jours, ce riz coûtait moins de 2500 francs burundais, mais aujourd'hui, il s'achète entre 3000 à 3100 francs burundais. Le riz qui vient de Gitega coûte 3500 francs burundais. Selon la dernière analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, 1,4 million de personnes, soit 12% de la population burundaise, seront confrontées à une insécurité alimentaire aiguë sévère pendant la période de soudure entre octobre et décembre 2022. 51 000 personnes seront en phase 4 de l'IPC, donc nécessitant de l'aide d'urgence. Merci à toi, Émile Nibasoumba. Et puis le personnel et les patients qui fréquentent le centre de santé de Buheka en zone Kadilabageni, commune Nyanzalak de la province Makamba, accusent le titulaire de ce centre de mauvaise gestion. Non seulement ils ne comprennent pas comment disparaissent les médicaments achetés par ce centre de santé, mais aussi le peu qui est disponible ne peut être donné aux malades en son absence, car elle rentre chez elle dans la ville de Nyanzalak avec la clé du stock de médicaments. Le point avec Onésime Bouchimagit. Ce titulaire du centre de santé de Buheka en commune Nyanzalak, accusé de mauvaise gestion de ce centre, s'appelle Emerine Kwizera. Le personnel et les patients qui fréquentent cette structure sanitaire indiquent qu'il y a un manque criant de médicaments depuis qu'il a été affecté en tant que titulaire de ce centre de santé. Il précise que les patients sont toujours obligés d'acheter les médicaments dans les pharmacies. Vraiment, nous sommes fatigués. Depuis qu'il a été confié ses responsabilités, nous observons un manque de médicaments. Les patients sont toujours recommandés d'acheter les médicaments dans les pharmacies. Que ce soit les sérums, les petits appareils pour la goutte épaisse et bien même les cathéters doivent être achetés dans les pharmacies. Cet infirmier indique ne pas comprendre comment les médicaments disparaissent, même le peu disponible ne peut être donné aux malades en l'absence de la titulaire, car ils rentrent chez eux dans la ville de Nyanzalak avec la crainte du stock de médicaments. Ce qui cause de grands problèmes, surtout lorsqu'il arrive un malade et que les pharmacies n'ont pas encore ouvert les portes. Ça nous inquiète souvent d'apprendre qu'il n'y a pas de médicaments alors que nous sommes au courant que ces derniers ont été achetés. Tantôt la titulaire fait savoir qu'elle n'a pas encore fait une réquisition, tantôt elle rentre chez elle dans la ville de Nyanzalak avec la clé du stock de médicaments. Elle n'a jamais passé la nuit au centre de santé. Même en cas d'un malade survenu pendant la nuit, on doit attendre qu'il se présente le matin pour ouvrir le stock de médicaments. Les habitants de la colline de Buheka et ses environs indiquent qu'ils ont choisi pour le moment de se faire soigner loin de chez eux, mais là où ils sont bien traités. Beaucoup de patients préfèrent aujourd'hui se faire soigner au centre de santé de Rubanda, Kadilabageni et Kiderege. Pourtant, le centre de santé de Buheka était le meilleur ces derniers jours. D'ailleurs, on avait une promesse qu'il peut devenir un hôpital. Malheureusement, il commence à perdre sa crédibilité à cause de la méconduite de la titulaire Emerine Kwizera. Le personnel et les patients qui fréquentent le centre de santé de Buheka demandent aux autorités sanitaires dans le district sanitaire de Nyanzalak de ramener à la raison le titulaire de ce centre de santé. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre le médecin chef du district sanitaire de Nyanzalak.
Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 16 novembre 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.